on est ravis de vous accueillir dans les murs de l'université. Peut-être 2-3 mots en introduction, ne serait-ce que me présenter. Si je puis m'exprimer ainsi, je fais partie du club des ex de la Fondation. J'ai été moi aussi secrétaire général de la Fondation 2012 à 2014. Je suis nouveau secrétaire général, mais la gouvernance a changé. Il y a un administrateur général maintenant. Donc je suis local de l'étape, hein, vous l'aurez compris, à double titre, parce que je suis aussi professeur ici à l'école de management, je suis professeur de finance, et le sujet m'intéresse hautement, parce que la gouvernance, aujourd'hui j'y participe, je suis vice-président du conseil d'administration de l'université. Alors, ce sujet de la gouvernance et du modèle économique, on a eu à s'y pencher assez tôt dans les universités qui étaient parties parmi les premières, ce fut le cas ici, enfin la première, sur ce problème justement du modèle économique des fondations. Alors aujourd'hui, dans les problèmes, je crois, vont être évoqués sans déflorer aussi ce qui va être dit par nos 3 intervenants, dans les problèmes qui se posent aux universités, il y a finalement deux lignes vraiment qui sont un peu des failles et des points un peu de fragilité, dirais-je, dans la carapace et dans la cuirasse des universités. Il y a tout d'abord la capacité à collecter des ressources propres, parce que tout le monde a envie de collecter des ressources propres. Sur le papier, c'est souvent assez facile à dire et à décréter. Dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué. Et derrière les ressources propres universitaires, il y a notamment les fondations universitaires, avec des montages divers et variés, puisque on était parti d'abord sur des montages où on essayait de collecter du capital, mais voilà, au vu des taux d'intérêt, aujourd'hui, même si on a beaucoup de capital, la vie est difficile avec le capital. On est passé après sur des modèles de flux. Voilà, mais les choses évoluent, donc ça c'est un premier élément qui est très intéressant dans le modèle économique des fondations. Et un autre élément aussi que j'ai lu en parcourant le dossier très intéressant de cette journée, c'est le problème aussi immobilier, parce que là c'est un peu la grande question économique pour les universités françaises. Il y avait eu la dévolution, mais qui concerne très peu d'établissements, dont une partie de l'université fait partie, parce que dans ce bâtiment-ci, vous êtes dans le patrimoine dévolu. Si vous allez un petit peu plus loin, vous serez dans le patrimoine non dévolu, hein, puisque un de deux établissements avait signé une convention de dévolution, l'Université d'Auvergne. Et il y a eu les CPER, mais on ne sait pas ce que vont devenir les CPER. On a vu que dans les nombreux projets autour des PIA, il y a notamment les SUR. Hein. On sait que dans les SUR, il est possible de mettre de l'immobilier. Voilà. Donc, une autre question qui intéresse énormément le milieu universitaire en la matière. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer de tenir un timing donc par définition, ce ne sera pas possible. Mais autant être ambitieux dès le départ, vous dire qu'à 13h, vous serez libéré pour déjeuner. J'ai certainement très envie de déjeuner. Et pour aussi peut-être un petit peu faciliter les choses, peut-être laisser la parole à nos trois intervenants, et puis prendre les questions à la fin. Hein, Myriam, c'est ce que l'on pourrait. Ça paraît un bon compromis. Alors, je vais d'abord, justement, financement de projets immobiliers, hein, c'est ça. C'est ça. Hein. L'apport du mécène. Donc, je vais passer la parole à Fabien Oppermann, qui est à l'IGANR. Et puis, voilà, on va enchaîner comme ça, si vous en êtes d'accord, les présentations. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je vous donne ça, ce sera peut-être plus simple. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Merci évidemment aux organisateurs qui m'ont sollicité. Ils m'ont sollicité au milieu de l'été, donc sur un sujet que je ne pensais pas forcément maîtriser. Alors, j'étais en vacances en Toscane, en face de la cathédrale, la façade de la cathédrale d'Orvieto, une des plus belles cathédrales d'or, de pierre, de mosaïque d'Italie. Et puis Myriam me dit, si, il faudrait que vous puissiez nous parler du financement par le mécénat des projets immobiliers de l'ESR.
Donc face à la cathédrale, il y avait un contraste quand j'ai commencé à réfléchir au sujet qui n'était pas très favorable aux universités, mais je me suis dit que, en effet, il y avait quelques petites choses à dire. Alors j'interviens avec une triple casquette, ce qui, je crois, ne me donne pas le triple de temps. Mais bon, on va essayer. Donc en tant qu'IGA-ENR, tout d'abord, vous savez que l'IGA-ENR intervient depuis de plus en plus, depuis une quinzaine d'années maintenant, dans l'accompagnement de l'ESR, dans l'ensemble de ses sujets d'études et d'action, et notamment dans l'immobilier. Ensuite, en tant que directeur du Collège néerlandais de la Cité internationale universitaire de Paris. La Cité internationale universitaire de Paris, vous la connaissez peut-être, c'est le campus de logement universitaire, de résidence universitaire qui se trouve au sud de Paris, entre la Porte d'Orléans et le Stade Charletti. Et puis, en tant qu'ancien conservateur en chef du patrimoine des ministères de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, fonctions dans lesquelles je m'occupais, si tant est que ce soit possible, des actions de protection et de valorisation du patrimoine culturel donc, de nos institutions. Alors, la Cité internationale universitaire de Paris, elle est née du mécénat. Qu'est-ce que c'est la cité universitaire? C'est aujourd'hui 42 maisons, 6500, 6600 étudiants à un instant T, 140 nationalités et 27 pays représentés sur ce campus, qui est le troisième plus grand parc, plus grand espace vert de la ville de Paris, après les bois de Boulogne et les bois de Vincennes. Alors, l'idée de la cité, dans les années 20, c'est l'État qui l'a, c'est le ministre de l'Instruction publique, André Honorat, instruction publique qui, à l'époque, s'occupait également de l'enseignement supérieur. Donc l'idée, c'est le dialogue entre les nations. On est au lendemain de la Première Guerre mondiale, la Société des Nations, le dialogue entre les peuples. Et ce dialogue devait passer par les jeunes générations et donc par la rencontre entre les étudiants du monde entier. À cela, dans le contexte, s'ajoutait une pénurie de logements dans Paris, et donc il fallait fédérer des énergies. Celle d'André Honorat, donc un ministre, représentant de l'État, le recteur de Paris, Paul Appel, et un mécène privé, Émile Deutsch de la Meurthe, héritier de pétrole. Alors voilà le campus universitaire au sud. Et Émile Deutsch de la Meurthe va fournir un don très important pour, je cite, fournir aux étudiants parisiens une fondation importante dotée de maisons salubres et aérées. Le terrain est choisi, ce sont les anciennes fortifications de Paris. La première pierre est posée en 1923 et la fondation Deutsch de la Meurthe que vous avez sous les yeux est inaugurée en 1925. Quasiment toute la cité universitaire s'est construite selon ce schéma-là, dans l'entre-deux-guerres. Un terrain public qui appartient à l'Université de Paris, des promoteurs publics du projet, l'ancien ministre André Honorat, les recteurs successifs de Paris, et des fondations privées, soit qui viennent d'elles-mêmes proposer un projet, soit qui sont sollicitées pour le faire. Entre 1925 et 1939, sur 16 maisons de pays construites, seulement 4 sont d'initiatives publiques étatiques, ce qui signifie qu'une douzaine sont d'initiatives totales et de financement totalement privés. Certaines avec un mécène unique. Alors, je n'ai pas toutes les citées parce que donc voilà, la construction de la maison. J'ai mis des photos parce que si jamais c'est pas très clair ce que je dis, au moins vous avez les photos. Donc voilà le chantier de la cité universitaire dans les années 30. On est dans les années 30 ici. Donc 4 maisons construites par les États. La maison en haut à gauche de l'Argentine, en haut à droite le Collège d'Espagne, la petite maison de Monaco et la maison de l'Indochine. Donc celle-là financée par des fonds publics. Quelques maisons, des exemples de maisons financées par un seul mécène. En haut à gauche, l'énorme maison de Belgique et Luxembourg, Fondation Biermans-L'Apôtre, la maison du Canada en haut à droite, la maison du Japon et la fondation de Cuba, et puis quelques autres qui sont financés par des comités d'action, comités de fondation. On a là la maison des États-Unis, la maison de la Grèce, la maison du Danemark et le collège néerlandais. Pour vous donner des chiffres, en 1930, 100 millions de francs avaient été collectés auprès de mécènes comités privés. 87 millions
avaient été fournis par John Rockefeller pour construire le bâtiment principal de la cité, et 70 millions de francs avaient été dépensés par l'État pour acheter les terrains, pour la viabilisation et construire quelques maisons. Après la Deuxième Guerre, on est sur un schéma très différent. Seules 4 maisons sont financées par le mécénat. On est plus dans un contexte économique plus favorable, les 30 Glorieuses, et ce sont les États eux-mêmes qui vont construire les maisons et pour aussi participer au concert des nations après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, la dernière maison, je ne l'ai pas mise. La dernière maison inaugurée donc en 1969, c'était la maison de l'Iran, financée à 100% par l'État iranien, par le Shah d'Iran. Alors, à la fin des années 90, début des années 2000, le patrimoine de la cité avait donc, pour les plus anciennes maisons, 70-80 ans. Il avait bien vieilli. Et il s'est agi donc de le rénover. Vieillissement des structures, vieillissement des matériaux, mauvais entretien, dégradation par une occupation plutôt respectueuse par les étudiants, mais avec un turnover extrêmement important, donc qui nécessite régulièrement de remettre en état les chambres notamment. Et puis la nécessité évidemment de mise aux normes, notamment incendie, sécurité. Les maisons qui ont été réhabilitées ont été des chantiers absolument dantesques, faramineux, très onéreux, et parfois rendus complexes par la protection monuments historiques dont bénéficient ces bâtiments. 5 bâtiments sont protégés au titre des monuments historiques, 2 classés, le collège néerlandais que vous voyez là, et le pavillon suisse de Le Corbusier. On ajoute à cela également, dans la difficulté de rénovation de ces bâtiments, le fait que lorsqu'on immobilise le bâtiment pendant un certain temps, eh bien, les redevances de loyer pendant ce temps d'immobilisation ne sont plus perçues. Pour le collège néerlandais, c'est 900 000 € de redevances de loyer annuel, à peu près. Les travaux ont duré 4 ans et demi, donc c'est 4 millions de manque à gagner sur un tel chantier. Il faut donc avoir des garanties de financement extrêmement fortes lorsqu'on se lance dans un tel chantier. Alors, pourquoi c'est difficile ? Alors, je vous donne, donc ça c'est le bâtiment donc, que je dirige au moment de sa construction, son inauguration dans les années 30. Ça, c'est le bâtiment donc en 2010. Vous allez me dire, bon, il a l'air plutôt pas mal. Quand on regarde à l'intérieur, en 2010, il y avait des étudiants. Hein. C'est plutôt... voilà, c'était pas génial quand même. Alors, voilà. Non. On a évidemment le caractère concurrentiel du mécénat. Dans les années 20, les années 30, l'enseignement supérieur et la recherche étaient des domaines extrêmement financés par le mécénat, parce qu'il y avait cette idée de rareté, d'excellence. Financer une chaire dans les années 20, c'était financer l'excellence comme aujourd'hui, mais maintenant il y en a évidemment beaucoup plus d'étudiants, donc évidemment beaucoup plus de financement à trouver. L'ESR, aujourd'hui, n'est qu'une partie du champ d'action possible des mécènes. Un tel chantier s'ajoute évidemment au financement restreint de l'État. Et on a aujourd'hui, certes, de multiples acteurs qui peuvent intervenir, des ministères variés. Quand on a un bâtiment classé monument historique, le ministère de la Culture peut financer en partie les travaux. Pour le collège néerlandais, le ministère de la Culture a donné quand même 3,4 millions d'euros. On a également les collectivités, mais la charge reste immense. Ensuite, au sein de l'ESR, le bâti n'est évidemment pas le secteur auquel on va penser prioritairement en termes de mécénat. On va plutôt favoriser la vie étudiante, la recherche, la vie universitaire. À la cité universitaire, par exemple, on a un programme de 90 bourses annuelles financées exclusivement sur du mécénat, donc 500 000 € annuels. Et là, on va dire, pas ou moins de difficultés pour trouver des mécènes, même si, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les mécènes ne s'engagent plus aujourd'hui pour une longue durée. On est, nous, sur les bourses de la cité, sur un renouvellement annuel.
Le contexte économique, évidemment, joue à plein. La fondation de l'Université de Clermont a été créée en 2008, à un moment donné où le contexte économique n'était pas favorable. Le collège néerlandais comment dire, la restauration a commencé en 2011, et donc la recherche de mécénat a précédé de quelques années dans un contexte économique très défavorable. Le montant recherché en mécénat était de 3 millions d'euros initialement, soit 17% du projet. Je vous le dis tout de suite, c'était beaucoup trop. À cela devait s'ajouter un financement de 2 millions d'euros de l'État néerlandais. L'État néerlandais ne gère plus ce bâtiment, ne participe plus à son fonctionnement, mais il s'était engagé au titre du caractère architectural très important pour les Néerlandais à financer donc 12% du projet, 2 millions d'euros. Ces 2 millions ont été effectivement obtenus. En revanche, pour le mécénat, ça a été plus compliqué. Nous avons mené entre 2008 et 2011 une campagne de prospection très importante, une période, comme je le disais, peu propice à la générosité compte tenu de la crise économique. J'ai retrouvé le tableau des entreprises qu'on a sollicitées en 2009-2010, et les réactions témoignent évidemment du contexte difficile de prospection, mais aussi de l'importance du ciblage. Je cite donc ce tableau, donc les réponses des mécènes contactés, mécènes potentiels. Pas d'intérêt stratégique lié aux Pays-Bas, mais en même temps, ce n'est pas forcément le collège néerlandais, c'est aussi un bâtiment universitaire, une résidence universitaire, qui n'accueille pas que, et loin de là, des étudiants néerlandais. Axe prioritaire santé infantile, bon bah là on ne peut pas faire grand-chose. Peu de mécénat, pas de mécénat, plus de mécénat. Contexte difficile de fusion avec un autre groupe. Pas de budget, pas dans les axes de soutien, gel des budgets, recentrage sur les opérations commerciales, priorité aux actions sociales, etc., etc. Alors, on en a quand même obtenu, hein, au final. On a, je ne cite pas la liste des mécènes qui sont finalement de petites entreprises. On a obtenu en tout, avec les 2 millions de l'État néerlandais, 2,25 millions d'euros, soit 10% du coût final du chantier. Alors, où est-ce qu'on a réussi, où est-ce qu'on a échoué? Je passe rapidement, hein, vous voyez que j'essaye de parler vite. Hein. On a réussi d'abord à intéresser un gouvernement étranger sur de l'immobilier qui ne lui appartient pas. Ça, il faut en savoir gré à quelqu'un que vous connaissez sans doute, Marie-Christine Le Mardelet, qui était l'ancienne présidente de l'Université Paris 3, qui était directrice de collège néerlandais au début des années 2000 et qui a vraiment agi pour intéresser l'ambassade des Pays-Bas. Parmi les autres réussites, il y a eu la mobilisation d'équipes au sein de la cité universitaire, au sein de l'ambassade également, et la sollicitation de mécènes variés. Ce n'est pas forcément les plus grands, je vais le dire, qui ont payé, mais une petite boîte notamment, qui a un chiffre d'affaires de 5 millions annuels, eh bien, a réussi à donner à souhaiter pouvoir participer à l'opération. C'était plutôt une réussite. On a également réussi à cibler des projets, on va dire, prioritairement financés. Par exemple, l'accessibilité. On a la Fondation pour les monuments historiques qui a spécifiquement donné, je ne sais plus combien, quelques dizaines de milliers d'euros pour l'accessibilité handicapée du rez-de-chaussée. Et donc, il faut pouvoir cibler ce type de sujet, pas forcément valorisant, mais sur lesquels on peut trouver des mécènes potentiels. Également, le mécénat de compétences. Toute la peinture extérieure et intérieure du bâtiment a été fournie, donc vous voyez qu'il y a quand même de la surface, a été fournie par un fabricant de peinture. Alors évidemment, pas la main-d'œuvre, mais c'est toujours ça à prendre. Le résultat est quand même plutôt pas mal. En revanche, il y a des difficultés que nous n'avons pas réussi à surmonter. On n'a pas eu de grands mécènes. La période à nouveau était incertaine, l'économie était en berne. On n'a pas non plus, probablement en interne à la cité universitaire, réussi à totalement coordonner nos énergies et nos actions entre la direction du mécénat, la direction de la communication, la direction du bâtiment, la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre. Tout ça il y avait peut-être à un moment donné trop d'acteurs sur le sujet de recherche du mécénat.
On a ainsi raté Saint-Gobain, sur lequel on avait quelques possibilités en mécénat de compétences pour fournir la vitrerie. On a raté les grands groupes néerlandais, franco-néerlandais, comme Air France KLM, Endemol, Euronext, Philips, etc. Comme je le disais, le classement monument historique est très bien, ça permet des financements, notamment au ministère de la Culture, mais ça nous a empêché d'avoir un financement par le mécénat de panneaux solaires qu'on souhaitait installer sur les toits, mais pour lesquels nous n'avons pas eu l'autorisation. On avait le financement, on avait le mécénat, ça aurait pu permettre en énergie donc d'avoir un bâtiment, je ne sais quoi, mais on n'a pas pu le faire. Dernière chose importante, le calendrier. Ça a été un projet au long cours. La préparation du chantier a duré 12 ans, de 1999 à 2011. Le chantier lui-même a duré 4 ans et demi, de 2011 à 2016. Et donc la fenêtre de tir de recherche du mécénat est tombée pile au moment de la crise économique entre 2008 et 2011. Lorsque la reprise est revenue, à partir des années 2011-2012, eh bien, la question n'était plus à la recherche du mécénat pour ce bâtiment, puisque le chantier avait commencé, et ça n'intéresse évidemment plus les mécènes. Je termine avec quelques pistes de réflexion plus larges. Alors voilà l'intérieur du bâtiment, le grand salon du collège néerlandais. Et ça, c'est un bâtiment aux Pays-Bas qui s'en inspire. Alors, aujourd'hui, l'immobilier universitaire peut-il être financé par du mécénat ? Je ne parle pas de construction nouvelle, ça on en a déjà un petit peu parlé ce matin, mais je parle vraiment de réhabilitation de bâtis existants. Qu'est-ce qu'on peut financer ? On le sait, le mécénat participe au financement partiel, voire total, de réhabilitation de monuments de prestige. Le château de Versailles, tout le monde sait que Rockefeller, dans les années 20-30, a fortement contribué à la restauration et même à la sauvegarde du château de Versailles. On sait moins que dans les années 50, ce même château de Versailles a été sauvé par souscription publique, qui a permis de rapporter à l'époque 5 milliards de francs pour sauvegarder le château de Versailles dans les années 50. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est Versailles, nous ne sommes que de modestes universités. Alors, il n'y a pas, évidemment, on est là pour le dire, il n'y a pas de modeste université. J'ai mis ici la chapelle de la Sorbonne. La chapelle de la Sorbonne a été construite avant le château de Versailles. L'université française date d'avant le château de Versailles. Ce que je veux dire, évidemment, c'est que le patrimoine universitaire peut susciter l'intérêt d'entreprises, de particuliers, en local, au niveau national, voire au niveau international. Pour cela, il faut évidemment mettre en avant son histoire, sa mémoire, ses lieux, ses réussites, en matière de recherche, sa visibilité, son attractivité, tout ça vous le savez bien mieux que moi, mais l'ESR dispose de lieux de prestige qui permettent, lorsqu'on les met en avant, de susciter des mécènes. Alors j'en ai mis quelques exemples, mais vous en connaissez évidemment d'autres, des amphithéâtres, des salles de réception, des salles des autorités de thèse, elles ont tout un nom particulier, des bibliothèques. Je cite, on en parlait je crois hier soir, l'université de Picardie Jules Verne, je ne sais pas si elle est représentée, a eu un très gros projet immobilier de réhabilitation d'une citadelle militaire pour y installer son campus SHS. Il n'y a pas eu il y a eu des financements publics, mais il n'y a pas eu de financement privé, notamment d'entreprises, pourquoi pas participant on va dire à l'économie militaire, qui auraient pu être intéressés par ce type de projet. De même, l'université de Nantes a un très gros projet, je ne sais pas si Nantes est représentée, non plus, comme ça je peux dire comme ça, personne ne va me contredire. Il y a eu un très gros projet d'aménagement d'un campus, je crois également SHS, autour d'un château. Eh bien, il n'y a pas eu de financement mécénat pour cette opération. On peut également considérer le patrimoine mobilier, là je reprends mon ancienne casquette, sur lequel vous avez tous du patrimoine mobilier d'exception, de prestige, des collections muséographiques. Alors les musées universitaires, tout ça, ils savent le faire, le Muséum national d'histoire naturelle, etc. Mais on a tous, dans nos établissements, ce type de patrimoine. À gauche, la tapisserie qui est dans les salons de l'université Paris-Descartes, je crois, a été restaurée par un mécénat de la BNP. Les collections zoologiques de l'UPMC ont été restaurées également
par une campagne de fundraising sur Internet, par Ulule, qui a permis de récolter, je crois, 15 000 €. C'est peut-être pas grand-chose, mais ça a permis de valoriser et de remettre en ordre la collection zoologique. Sur Ulule, on trouve plein de projets, il n'y a pas de raison qu'on n'en trouve pas. Voilà la fameuse collection zoologique. Il n'y a pas de raison qu'on n'en trouve pas sur de l'immobilier universitaire. Bruxelles, par exemple, sur Ulule, propose, en financement participatif, la restauration de menuiseries de son bâtiment historique. Donc, pourquoi pas également l'université française. Je termine. Quels sont les leviers, évidemment? Les alumni, je crois que ça va être évoqué cet après-midi. Les entreprises locales, il ne faut pas les négliger, notamment sur le bâti. On peut penser également aux héritiers de fondateurs de chaires, héritiers des mécènes originels. Alors je crois justement que l'Université catholique de Lille a lancé le projet de restauration. Vous allez me dire si c'est vrai ou pas, si je raconte des carabistouilles. A lancé le projet de réaménagement, de restauration de sa chapelle. Et l'un des premiers, je crois, mécènes privés, c'est le CIC, parce que le CIC est lui-même héritier d'une banque, la banque Scalber étant l'un des fondateurs de l'université catholique dans les années 1800, vous l'avez dit, 70, je crois. Juste pour préciser, c'est un lieu de culture et de culte. Tout à fait. Une entreprise ne va pas financer un lieu de culte. Donc c'est toute la dimension culturelle de ce lieu. Exactement. Mais il n'empêche que vous avez réussi à trouver du mécénat privé sur la restauration de bâtis, quelle que soit évidemment la destination. Ne pas négliger enfin le mécénat de compétences. Je l'ai dit pour la fourniture de matériaux. On peut penser également aux chantiers écoles, des écoles en art, des écoles en architecture, voire en bâtis de différents types. Nous, au Collège néerlandais, on a fait appel à 3 reprises à un chantier école de l'Institut du patrimoine pour restaurer des fresques. Je conclus en disant que l'immobilier de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est le champ des possibles. On voit tout ça, on voit tout ce patrimoine comme une contrainte. On peut le voir aussi comme une opportunité en termes d'image. Ça se voit dans la ville, le patrimoine universitaire, en termes de possibilités d'exploitation et donc d'identification à une marque, une mémoire, une histoire. Et donc, de même que la formation et la recherche, le patrimoine doit pouvoir être exploré pour en tirer de possibles partenariats avec du mécénat privé. Les musées, les châteaux l'ont compris depuis bien longtemps. Il n'y a pas de raison que cet immense patrimoine universitaire ne puisse pas également en bénéficier. Voilà, je vous remercie, j'ai été trop long. C'est parfait, merci à tous. Hop. Merci, c'était passionnant. Je pense qu'on a tous très envie, lors de notre prochain passage à Paris, d'aller visiter le collège néerlandais. N'hésitez pas. Parce que c'est un magnifique témoignage. Je vais céder la parole à notre grand témoin, Michel de la Casagrande. Non, c'est pas tout à fait. C'est d'abord Eric. C'est d'abord Eric, pardon. Je suis confus, je mélange l'ordre de passage. Donc, Non, Eric, c'est pas grave. Hein. Eric Kimmel de l'IGANR aussi. Vous avez, il y a une présentation, il y a un dépendant qui a été installé. J'ai prévu une présentation. Non. Ici, c'est ça. C'est celui-ci. Voilà. Et après, Merci. Ça marche, ça ? oui, ça marche. Ben merci, c'est difficile ce que vous me demandez parce que je passe d'abord après Fabien et ça c'est pas simple. Vous n'avez pas le côté brillant. Et puis vous me demandez un autre regard. Alors l'autre regard de l'IGAENR, ça peut être un regard technocratique souvent, un regard de contrôleur souvent aussi. Bon. Donc pas toujours très affriolant comme regard. Hein. Alors merci quand même de m'avoir sollicité, mais il faut que je vous fasse un aveu. Les fondations restent encore malgré tout à l'IGAENR assez loin de nos radars. On n'a pas
une grande visibilité. Alors c'est vrai, on a fait une mission en 2012-2013 sur les fondations. On a fait une enquête qu'on a souhaité assez exhaustive sur les fondations de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et puis on a travaillé plus spécifiquement sur des fondations très particulières de coopération scientifique principalement, mais concernant les IHU, les instituts hospitalo-universitaires, pour essayer de regarder comment fonctionnaient ces instituts. Là on a été un peu plus fin, mais voilà, de là à dire qu'on a une expérience et des connaissances très vastes sur le sujet, ce serait sans doute quand même exagéré. Alors, tout en ayant conscience de la modestie de nos observations, je vais essayer de vous brosser rapidement le paysage tel que nous l'avons vu, nous le voyons encore, même s'il est un peu ancien. Vous proposez ce qui nous a paru être des facteurs clés de réussite des fondations. Et vous posez aussi, se poser ensemble quelques questions. Voilà, alors j'avais prévu un tableau pour certaines, pour pas que ça dure trop longtemps, on est juste avant le repas, alors je crains quand même de vous faire fuir ou de vous perdre en cours de séance, donc j'essaierai d'aller assez vite. D'abord pour voir de quoi on parle quand on parle des fondations de l'enseignement supérieur et de la recherche, combien sont-elles, le cadre juridique et ses évolutions, surtout pour vous donner l'esprit finalement de la loi et la façon dont elle évolue aujourd'hui. Bon, il y a un régime fiscal qui est plutôt favorable aujourd'hui aux fondations, mais il est concurrencé par le CIR lorsqu'on parle de fondations de recherche. Et puis vous donner quelques constats qui nous ont amenés d'une part à lister un certain nombre de facteurs qui nous semblent être des facteurs clés de succès, de vous donner quelques points d'attention parce que nous, on n'oublie pas qu'on est aussi un peu contrôleur, donc voilà. Et puis, je terminerai pour conclure avec quelques questions qui peuvent se poser, qui ne concernent pas toutes les fondations. Alors, de quoi on parle ? En fait, en France, il y a 4858 fondations, mais en réalité, celles de l'enseignement supérieur sont relativement peu nombreuses, puisqu'elles représentent 56, 76, à peu près 90 fondations en France. Pas tout à fait une par université, parce que par ailleurs, un certain nombre d'écoles accueillent également des fondations. Alors évidemment, ce qui est en orange ne reflète pas tout à fait les fondations de l'enseignement supérieur, puisqu'il y a aussi des FRUP et il y a aussi des fondations abritées. Il y en avait une à Bordeaux, je crois que si elle est toujours encore une fondation abritée. Voilà, alors nous avons fait une enquête, on a essayé de couvrir le champ et on a enquêté sur 27 fondations universitaires, donc majoritaires, 22 partenariales, et puis voilà, essentiellement ça, on va dire 22 partenariales, je crois qu'on avait une ou deux fruits, mais on le verra un peu plus en détail tout à l'heure. Alors, le mécénat, c'est quelque chose d'assez ancien, les fondations, ça date du Moyen-Âge, et essentiellement concernant des institutions charitables. Mais elles ont connu un coup d'arrêt à la Révolution, avec la loi Le Chapelier, je crois, qui a affirmé le monopole de l'État pour toutes les actions d'intérêt général. Et puis ça a repris, particulièrement par exemple avec la création de l'Institut Pasteur en 1884. Voilà un peu l'histoire. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de mécénat de fondation, on se réfère beaucoup au modèle anglo-saxon, alors qu'en réalité, il s'applique assez mal dans notre pays. Il n'y a pas cet attachement au collège où on a débuté ses études, qui existe aux États-Unis, enfin assez peu. Les riches sont riches et nombreux, mais ils n'ont pas cette tendance à vouloir aller vers l'université. Et aujourd'hui, l'économie non marchande, elle représente relativement peu, 10% du PIB. Voilà, alors
Longtemps, le mécénat et les fondations, ce sont essentiellement le droit du mécénat et des fondations s'est construit de façon jurisprudentielle, avec quelques piliers qui restent et qui sont fondateurs. L'idée que, tout en poursuivant un but général, la fondation doit avoir un caractère privé. Là, je vous cite des éléments de jurisprudence du Conseil d'État. Elle ne doit donc pas être détournée de son objet, qui est de prendre en charge une œuvre d'intérêt général par l'initiative privée, et elle ne doit pas fournir à l'administration un moyen d'éluder ces règles, hein, pour la création et le fonctionnement d'établissements publics ou de groupements. Et c'est pourquoi il y a un certain nombre de principes. Il peut être admis normalement qu'une ou plusieurs personnes participent à la constitution du... Si on peut l'admettre, qu'une ou plusieurs personnes publiques participent à la constitution d'une fondation, cette participation, en principe, devrait être minoritaire, pour que la fondation conserve son caractère privé. Voilà. L'évolution s'est faite assez rapidement maintenant, depuis la fin des années 80. Avec d'abord la loi de 87 sur le développement du mécénat, puis une loi de 90 qui a finalement institué 3 types de fondations, les FRUP, les fondations abritées, les fondations d'entreprise, et qui finalement consacre, qui est assez contraignante. D'abord, une fondation, ça devait être créé par décret en Conseil d'État. Il n'y a pas de limite de durée, théoriquement. La gouvernance, il doit y avoir soit un tiers de représentants de l'État, soit un commissaire de gouvernement avec voix consultative seulement. Les approches privées doivent être majoritaires. Les dotations minimales doivent être de 1,5 million. Elles sont devenues consomptibles un peu plus tard. Et le seuil de dissolution, c'est 1 million d'euros. Bon, il y a des avantages fiscaux qui sont attachés, on le verra, et les fondations sont des fondations de droit privé, des structures de droit privé. Alors, l'essor législatif était assez, comment on pourrait dire, rapide. Il y a eu une loi en 2005, il y a eu une loi sur les fondations de recherche, et puis à un moment donné, il y a eu la loi de programmation de la recherche de 2006 qui a créé les fondations de coopération scientifique dans le but de financer finalement des projets de recherche et de permettre le financement de projets de recherche. Et puis la loi de LRU de 2007 qui, elle, a créé d'autres solutions, d'autres statuts encore, les fondations universitaires, les fondations partenariales. Je ne vais pas vous donner une définition de chacune d'entre elles, mais le but, c'était quand même d'abord de permettre l'extension du financement public dans les fondations, de diminuer les contraintes juridiques, et notamment au moment de la création. Donc il y a eu toutes sortes de systèmes, et généralement laissant la possibilité soit à l'établissement, soit au recteur de décider de la création. D'ouvrir des possibilités plus larges de consomptibilité des dotations, d'accroître la place des acteurs publics, et puis de renforcer la place des fondateurs dans les organes de décision. Parce qu'au départ, on disait que les fondations, les fondateurs, ils devaient être complètement désintéressés, et par conséquent, ne pas accéder aisément à la décision. Et ça a également fait partie des différentes modifications qui ont été introduites par les lois successives. Mais je passe là-dessus, je ne veux pas rester trop rapidement pour faire un cours sur ces questions. Juste un rappel sur la notion de consomptibilité, hein, c'est une notion qui est récente, qui est introduite en 2003 pour les FRUP, puisque auparavant, le capital ne pouvait pas être consommé, devait rester pour permettre à la fondation d'être pérenne. Alors, la loi a fait évoluer les choses. Aujourd'hui, une part peut être consomptible, avec un certain nombre de limites, puisque dans les FRUP et les fondations de coopération scientifique, la dotation initiale, la part non consomptible doit représenter 10% de la dotation initiale. En deçà de ce seuil, il y a dissolution de la fondation. Pour les fondations universitaires, c'est un peu plus complexe. La dotation est consomptible, sauf pour la part de la dotation apportée par des personnes publiques.
et qui représente au maximum 50% de la dotation initiale. Hein, voilà. Les FRUP, par ailleurs, il y a un problème de délai, elles ne peuvent pas consommer leur dotation en moins de 5 ans, et les fondations universitaires et les fondations de coopération scientifique, elles ne peuvent utiliser annuellement qu'une part de la dotation consomptible qui représente au maximum 20% de la dotation. Voilà. Le régime fiscal est assez favorable, à la fois pour les donateurs qui ont des possibilités de réduction d'impôts qui sont assez élevées, qu'ils soient des entreprises ou qu'ils soient des particuliers. Et quant aux fondations elles-mêmes, elles ont à peu près le même régime fiscal que les universités, avec la possibilité de créer des secteurs distincts lorsqu'elles ont une activité lucrative, par exemple. Mais ce régime fiscal est assez concurrencé par le CIR, et on peut le comprendre, puisque le crédit d'impôt recherche donne l'avantage à un éventuel donateur, à une entreprise, de se constituer des droits de propriété intellectuelle, alors que le don, lui, en cas de recherche, est par définition sans contrepartie. Et donc on pourrait considérer que le CIR est concurrent finalement du mécénat, mais il y a des fondations qui ont trouvé le biais et qui finalement proposent les deux solutions. C'est le cas par exemple à Toulouse. Les deux, c'est l'une ou l'autre. Pardon ? Les deux, c'est l'une ou l'autre. Oui, c'est l'une ou l'autre, mais dans les possibilités qu'elles offrent à leurs donateurs, elles peuvent à la fois leur proposer le CIR ou le don. Voilà. Notre enquête, en 2013, on a enquêté auprès de 57 fondations, toutes les fondations d'université et partenariales, c'est-à-dire 47, 8 fondations de coopération scientifique et 2 FRUP. En réalité, toutes les réponses n'ont pas été de qualité égale, et on a pu exploiter à peu près 47 réponses, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer là. Tout en disant que bon, comme il y a une diversité de solutions juridiques, il y a aussi, on a vu, une diversité de situations. Là, vous pouvez le voir, en gros, dans l'enseignement supérieur, les statuts se partagent entre les fondations de l'université et les fondations partenariales. 17% sont des fondations de coopération scientifique qui ont été créées essentiellement à la suite de la loi de 2006, mais aussi récemment avec la création, avec le projet IHU, qui a généré aussi 4 créations. Voilà, très peu en FRUP. Quand on dit 4% de 47, ça ne fait pas beaucoup. Ça fait 2. Alors, ce qui nous a frappé, c'est que les fondations, les universités ont plutôt créé des fondations isolées, indépendantes les unes des autres, et propres à l'université. Celles qui sont abritées sont relativement peu importantes. Enfin, il y a celle de Bordeaux, et puis il y a les abritantes, quelques-unes, mais pas beaucoup. Alors, le montant du capital initial, et ça c'est un deuxième point, en réalité les fondations elles sont plutôt modestes. Il y a une faible capacité financière. Si vous voyez là, c'est en chiffres, seules 5 fondations avaient à l'époque, ça a pu évoluer depuis 2013, un capital supérieur à 19 millions d'euros. Et on peut voir là que 11 plus 6, 17, en gros, ont un capital inférieur à 300 000 euros. Donc ça reste quand même quelque chose de relativement modeste. Les contributions privées sont elles aussi modestes, puisque sur le total des dotations, c'est-à-dire 450 millions que représentent ces 47 fondations exploitées, ou visiter, il n'y a que 128 millions qui proviennent de fonds privés. Alors, plusieurs explications. Bon, la présence dans le panel de fondations de coopération scientifique qui ont été très largement financées par des apports publics.
Aussi le cas de certaines fondations qui sont financées par des collectivités locales qui participent, notamment les partenariales. Elles ont souvent été ouvertes aux collectivités. Le capital s'accroît lentement. Il évolue peu. Et beaucoup d'universités, beaucoup de fondations plutôt, travaillent sur des moyens financiers en flux et ne cherchent pas à maintenir ou à développer leur capital initial. Donc ça va avec, les capitaux sont majoritairement consomptibles. Vous pouvez voir les capitaux consomptibles, c'est ce qui est en bleu. Et non consomptible, c'est ce qui est en bordeaux. Je ne sais pas si c'est les mêmes couleurs pour vous. Vous constatez que finalement l'objet des fondations n'est pas de développer un capital pérenne qui pourrait ensuite financer les actions par le biais des intérêts des placements. Voilà. On s'est posé la question de savoir s'il y avait une politique de fonds, de levée de fonds très structurée, pour essayer de le cerner, cette question. On a d'abord regardé s'il existait des plans de développement. Et force est de constater qu'il y a peu de fondations qui ont véritablement formalisé un plan de développement. Celles qui l'ont fait le plus, alors c'est les fruits en pourcentage, mais on n'en a vu que 2. Donc il y en a une qui avait un plan de développement. Et quant aux fondations universitaires, sur une vingtaine, 22%, ça en fait 5. En gros, qui ont véritablement formalisé, structuré un plan de développement. Ensuite, en regardant la façon dont il avait été formalisé des budgets de projet, là encore, on a vu que d'abord, 35 fondations sur le total, sur 47, n'avaient pas du tout formalisé de budget de projet pluriannuel. Et donc ça nous conforte dans l'idée qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore une grande mobilisation autour de projets très structurés. Voilà. Et puis alors les dépenses de fonctionnement, c'est aussi la question, c'est de dire est-ce qu'elles consacrent beaucoup d'argent à leur fonctionnement ou pas? Alors non, la réponse est non, c'est qu'elles restent très modestes. Et nous, on s'est demandé si c'était pas trop modeste d'ailleurs, parce que lorsqu'on veut se lancer dans la levée de fonds, le fundraising, on ne peut pas le faire tout seul. Voilà. Et or, on a vu des fondations qui avaient extrêmement peu de salariés, d'agents pour faire ce travail. Et donc, elles existent, mais ça reste tout ça très modeste. Alors, on a essayé, à partir de ces constats, de se poser la question quels étaient les facteurs clés, parce qu'on a vu quand même des choses très intéressantes au cours de nos études, qu'il s'agisse des fondations en 2013 ou des IHU en 2015. On ne nie pas qu'il y a un vrai intérêt à créer des fondations et à les faire vivre. Alors d'abord, la première clé de succès, c'est avoir un projet. L'un de nos interlocuteurs disait « il faut une histoire à raconter à nos prospects et à nos partenaires ». Si on n'a pas d'histoire à raconter, on n'a pas de prospects, on n'a pas de dons, on n'a pas de mécènes. Alors, exemple, là je vous cite par exemple HEC, c'est devenir le leader européen des business schools. Et c'est très fédérateur autour de HEC. Ou alors, je cite des noms, je ne vous leur dirai pas, mais la Fondation Jean-Jacques Lafont qui nous a beaucoup impressionnés, parce qu'à Toulouse, eux, l'idée c'est de montrer que l'Europe, et plus particulièrement Toulouse, est capable de concurrencer les meilleures universités américaines dans le domaine des sciences économiques. Voilà, donc un projet fondateur, fédérateur, mais on pourrait citer aussi Clermont, qui a souhaité s'entourer de partenaires locaux, faire connaître l'université auprès du tissu économique local, des élus, de l'agglomération,
et de créer un projet commun autour de l'université. Deuxième point qui nous semble être un facteur important, c'est la lisibilité du projet lié à l'institution. Lisibilité, c'est-à-dire que la Fondation doit trouver sa place par rapport à l'institution qu'elle veut servir, trouver sa vie propre. Elle soutient la stratégie de l'établissement, mais elle a un projet spécifique. Et elle n'est pas simplement comment on pourrait dire, elle n'est pas une partie simple de l'université chargée de la financer. Et d'ailleurs, la lisibilité des missions de la Fondation, c'est un atout pour convaincre les donateurs, qui quelquefois sont réticents et qui craignent de financer le fonctionnement de l'université. Et du coup, d'avoir un projet clair, précis, spécifique, distinct de l'université, mais qui sert l'université, c'est une manière de convaincre le donateur. Et ça fait partie de l'histoire qu'on raconte à ses prospects. La confiance, ce qui est le troisième point, le climat de confiance qui existe entre l'université et la fondation, et des procédures administratives rigoureuses. La fondation, elle vient en appui, mais elle n'est pas concurrente. Et donc, elle tient compte d'un certain nombre d'éléments. Si son statut lui donne de la souplesse, par exemple pour le recrutement d'emploi, elle ne peut pas mettre en difficulté l'université qui se trouverait confrontée, par exemple, à des ruptures d'égalité entre des personnels trop largement, trop fortement différenciés, financés par rapport à ces personnels locaux. Enfin, c'est un élément et les gens doivent pouvoir travailler entre eux en confiance autour de ces questions. Et pas que l'université découvre finalement ou se trouve mise en difficulté par ça. Un point aussi, c'est prendre conscience que la réussite s'inscrit dans un temps long. C'est-à-dire que ce n'est pas en 2 ans que ça va se faire, ce n'est pas en 3 ans que ça va se faire. Il faut accepter l'investissement dans un temps long. Certains spécialistes préconisent même une période silencieuse au cours de laquelle on va essayer de construire un vrai projet avant de se lancer. Le développement, c'est une logique de construction progressive, une logique de marche après marche, et temps qui est également nécessaire pour gagner la confiance des donateurs. Alors, on n'a pas du jour au lendemain tous les donateurs. La qualité de la gouvernance, c'est un élément aussi important. Là, je ne citerai pas, mais on a pu voir des fondations dans lesquelles le président ou le directeur de la fondation, en gros, c'est le patron tout seul et unique, et il est entouré de gens qui lui donnent satisfaction. Ça marche relativement mal, ce genre de situation. La notoriété des personnalités qui figurent dans les différentes instances est importante, si tant est qu'ils s'investissent à fond dans ces questions-là. La question de la capitalisation, c'est pour nous un point important. C'est-à-dire que l'idée que finalement on n'a pas à maintenir un capital pérenne, c'est renoncer à son indépendance. Alors il y a des fondations qui ont trouvé des solutions. Paris Dauphine, par exemple, capitalise 20% de chaque don à la fondation. Autre exemple, Strasbourg, qui prélève une part de 8% qui vont alimenter finalement le capital. Donc c'est une manière à la fois de pérenniser le capital en place et même de le développer. Un point aussi, il faut être conscient que la levée de fonds est un métier qui ne s'improvise pas. Elle nécessite des équipes, des compétences, des professionnels. Un exemple, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière à Paris, la première année de ses levées de fonds a dépensé 3 millions d'euros pour récupérer 4 millions. Donc,
il faut y mettre des équipes solides et savoir que les choses viendront progressivement. La politique d'alumni est une condition nécessaire, certainement, mais pas suffisante. D'abord parce qu'on s'adresse aussi à d'autres que les alumni. Et on peut s'adresser aussi aux étudiants actuels qui seront les futurs alumni. Et puis, une fondation doit communiquer. Elles doivent communiquer parce qu'elles sont en concurrence avec le sponsoring sportif, avec souvent les institutions médicales. Et donc, elles doivent communiquer. Il y a le mécénat culturel, pardon, qui est aussi là, et la concurrence est rude, donc. Hein. Elles doivent communiquer tout en restant suffisamment discrets parce que les donateurs souvent sont réticents à voir apparaître au grand jour, notamment leur rapport. Mais il est important de communiquer parce que le sentiment d'appartenance à un projet, de contribution à un projet, est un élément important. Voilà, alors, nous, on n'oublie pas qu'on est aussi des contrôleurs. Et donc, on a quelques points de vigilance. Alors, parmi ceux-ci, il y a la transparence du fonctionnement de la Fondation et de ses instances. Il y a notamment la collégialité de la gouvernance, la nécessaire implication des différents fondateurs et des différents membres dans les fondations de coopération scientifique, la nécessaire implication des chercheurs, qui est rappelée par la loi. Elle est très détournée, cette partie-là, où on retrouve souvent, en tant que chercheur, le directeur de la fondation, le doyen de la faculté, et puis voilà, ça s'arrête là. Le désintéressement des fondateurs, il y a des textes là-dessus, mais c'est important. Et ça pose aussi la question des conflits d'intérêts. On parlait avant, lorsqu'on parlait de la fondation de Bordeaux, la limite est souvent ténue entre un fondateur qui ensuite va faire de la formation continue grâce à son don. D'autres exemples qui posent question sans dresser forcément d'ailleurs un jugement là-dessus. Mais vous voyez une industrie alimentaire qui finance de la prévention cardiovasculaire. Bon, voilà. Ce sont des questions. Et le désintéressement des fondateurs, c'est pas seulement ce qu'ils touchent éventuellement, mais c'est aussi les conflits d'intérêts qui peuvent exister. Bon, au niveau des finances, on a quelques éléments. Hein. Ça, c'est le niveau de consommation des dotations consomptibles. Hein, parce que finalement, si on admet qu'en 5 ans, on peut tout manger, quel est l'intérêt sauf lorsqu'on a un projet précis et qu'on finance un projet précis. La distinction entre fonds affectés et fonds non affectés, c'est une question importante dans les fondations. Le respect des donateurs derrière, hein, la fondation, l'affectation. Le contrôle d'utilisation des fonds reversés aux bénéficiaires, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement parce que vous êtes rigoureux que les autres ne peuvent pas l'être. Le financement des frais de structure, on a vu qu'elles sont faibles, mais on a vu aussi d'autres fondations qui avaient progressivement augmenté des frais de structure à un niveau très très élevé. Et les capacités d'autofinancement et d'autonomie financière, parce que là aussi, la dépendance à la subvention ne permet pas véritablement de faire fonctionner de façon pérenne une fondation. Et puis je conclurai par quelques questions quand même, auxquelles nous, on n'a pas de réponse, mais ces questions nous taraudent chaque fois qu'on va dans une fondation. C'est cette diversification des outils, est-ce qu'elle a permis de mieux répondre aux premiers objectifs, qui est de lever des fonds privés? On a vu quand même qu'un certain nombre de fondations fonctionnent principalement avec des fonds publics. Est-ce que les fondations nouvelles qu'on a pu créer, elles ont vraiment répondu aux attentes et aux établissements, leur permettant de réaliser des opérations qu'elles n'auraient pas pu faire par ailleurs si elles n'avaient pas créé cette fondation? C'est quand même la question, y compris lorsque on gère un IDEX ou à travers une fondation, quand on aurait pu parfaitement le gérer dans le budget de l'établissement. Le recours à des instruments de droit privé pour gérer un certain nombre de cas,
dans un certain nombre de cas, des fonds majoritairement publics posent aussi question. Est-ce que ce n'est pas constitutif d'une forme de dévoiement de la notion de fondation? Est-ce que cette instrumentalisation, elle ne participe pas à une forme de démembrement, de débudgétisation des services publics? Voilà mon regard particulier, vous n'en souhaitiez. Ça se termine par des questions. Je vous remercie de votre attention. Michel, c'est ce que tu as toi. Alors, pas de défilé plus longtemps. Non, je vais vérifier qu'il y ait bien la... Non, c'est là, c'est là. Ça, c'est- Non, mais moi, j'ai rien. Non, j'ai rien. Ne cherchez pas. Et je suis vieux, moi, je fais pas des... Bon, bonjour. Bonjour. Je suis donc Michel de la Casagrande. Je suis consultant à la CPU sur les aspects budgétaires et financiers des universités. Et j'étais dans un métier antérieur, directeur des affaires financières au ministère de l'enseignement supérieur de la recherche. Donc je vais vous parler d'argent, puisque c'est à peu près la seule chose que je sache faire. Je vais faire un peu le relais avec ce que disait Eric et les questions qui se posaient. C'est vrai que moi je trouve très surprenant que la gestion de l'IDEX, d'un ICIT, c'est-à-dire de fonds exclusivement publics, se fasse à travers des fondations. Ça, c'est un vrai sujet. Alors je comprends bien la nécessité qu'il y a à suivre et à identifier ce type de crédits, la façon dont ils sont gérés et dépensés. Est-ce que pour autant créer une fondation de coopération scientifique, c'est-à-dire complètement en dehors de l'université, dans une fondation universitaire, on reste dans l'université, puisque les fondations universitaires n'ont pas de personnalité morale, mais créer une fondation de coopération scientifique pour gérer une IDEX, pour gérer un ICIT, je pense que c'est pas cohérent avec la définition de ce qu'est une fondation. Alors, mais c'était juste, puisque la question a été posée, je peux donner mon avis, donc je le donne. Alors, dans les années 2010, entre 2009 et 2010, sont parus toute une série de rapports faits par un professeur d'économie qui maintenant doit être professeur au Collège de France, le professeur Aguillon, sur le financement de l'enseignement supérieur. Il y a eu des travaux faits par l'Institut de l'entreprise, il y a eu des travaux faits par l'Institut Montaigne, il y en a eu d'autres faits par Terra Nova. Enfin, il y a eu effectivement toute une série de travaux faits disant, mais on est en pleine crise des déficits et des dettes publiques. Pour financer l'enseignement supérieur et la recherche, qui sont quand même, plus généralement l'économie de la connaissance, il faut que les entreprises, les particuliers, les financements privés prennent le relais des financements publics. En fait, ça ne marche pas. Plus exactement, il y a effectivement dans le financement de l'enseignement public, de l'enseignement supérieur, pardon, et de la recherche, quand on fait des comparaisons internationales, on a deux grandes catégories de pays. Ceux où les financements privés sont importants, c'est les États-Unis, 65% de financement privé, c'est la Grande-Bretagne, 70% de financement privé, c'est le Japon, la Corée, qui sont autour de 60%, la rigueur l'Australie et le Canada, qui sont à 50%.
Mais c'est pas parce que les entreprises financent. C'est même pas parce que les particuliers financent, ou plus exactement les particuliers qui financent. Ce sont les droits d'inscription qui ont fait que dans ces pays, l'enseignement supérieur et la recherche sont financés par des fonds privés. En revanche, dans la plupart des pays de l'Union européenne, et la France est placée à la moyenne de l'Union européenne. Alors, ce n'est pas un objectif d'être à la moyenne de quoi que ce soit, d'être à la moyenne de l'OCDE, d'être à la moyenne de l'Union européenne, ce n'est pas un objectif, mais il se trouve que c'est un constat. En France, les financements privés, pour l'enseignement supérieur, les dépenses d'enseignement supérieur en France, c'est 30 milliards d'euros. Sur ces 30 milliards d'euros, il y en a 8% qui sont financés par les entreprises et 8% qui sont financés par les familles sous la forme essentiellement de droits d'inscription. Donc, quand on regarde ce qui se passe sur l'ensemble de l'Union européenne, on est à peu près dans les mêmes pourcentages. Donc la France n'est pas un cas particulier dans lequel un pays dans lequel les financements privés seraient plus bas qu'ils ne sont ailleurs. Pour autant, c'est normal qu'à travers notamment les fondations, on ait essayé d'attirer des financements privés. Alors, aux États-Unis, une université comme Harvard, elle a un fonds de dotation de 35 milliards, je dis bien milliards, de dollars. Donc, mais c'est Harvard, parce que à Chicago, vous êtes 10 fois ou 20 fois plus bas. Et l'enseignement supérieur américain, il est tellement composite que même les moyennes n'ont pas de sens. N'ont pas de sens. Donc oui, voilà. Mais on n'aura jamais ça en France. Hein. On n'aura jamais même 1 milliard d'euros. Donc il y a une culture du don qui est très différente en France qu'aux États-Unis. En plus, aux États-Unis, non seulement ils ont la culture du don, mais ils ont aussi la culture de l'optimisation fiscale, ce qui fait que les deux combinés, effectivement, dont des entreprises aux fondations ou aux universités sont importants. Mais encore une fois, même aux États-Unis, les entreprises financent moins que les anciens élèves, par exemple. Le financement dans une entreprise comme Harvard, le financement par les entreprises, de la recherche par les entreprises, c'est à peine 17% du budget de Harvard. Voilà. Donc, en France, il y a effectivement il n'y a pas de particularité par rapport à la plupart des pays de l'Europe, de l'Union européenne. Alors, Eric a évoqué les points avec lesquels ça marche, ou des conditions pour que ça marche. Moi, je voudrais aussi évoquer les difficultés qu'il y a aujourd'hui, effectivement, à faire appel au bénévolat. Alors, d'abord, ce qui m'étonne, il existe un type de fondation hospitalière. Il existe 4 types de fondations pour l'enseignement ou pour la recherche. Pourquoi un tel
est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir ce dispositif-là aussi compliqué? Voilà, c'est une question. Je n'ai pas la réponse, je suppose. Enfin, si, j'ai un début de réponse. Que déjà, la complexité, ça fait partie du monde de l'enseignement supérieur, de plus en plus. Donc, je comprends bien que... Et c'est pas fini, hein, je vous rassure. Vous allez bientôt avoir une ordonnance qui doit vous en rajouter une couche. Mais pourquoi cette complexité? Quel intérêt? Alors, on a effectivement du coup des fondations avec flux, des fondations avec dotation consomptible, des fondations avec dotation non consomptible, des dotations, j'ai évoqué tout à l'heure, avec des financements privés, d'autres où il n'y a que des financements publics. Encore une fois, pourquoi pourquoi ces sortes de débudgétisation? C'est une première question. Aujourd'hui, si on me pose la question, et si on vous pose la question, si on nous pose la question, mais dans le financement des universités, c'est combien les fondations? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à cette question? Eh bien, je vous assure, personne. Parce que quand vous regardez les budgets consolidés des universités, dedans, vous avez les fondations universitaires. Et vous n'avez ni les fondations partenariales, ni les fondations de coopération scientifique, ni les FRUP a fortiori. Donc, aujourd'hui, si on me pose la question, mais c'est combien les fondations dans le budget de l'université, je répondrai 6 millions. Parce que c'est ce qu'il y a dans la ligne dons et fondations. 6 millions, c'est 13 milliards hein, le budget des universités. Donc, le budget consolidé des universités, je mets 6 millions en rapport. Alors, je vais évoquer quelques points comme ça, de façon désordonnée, mais qui ressortent des précédentes interventions. Alors, le premier point, Eric, c'est que je ne crois pas qu'il y ait de conflit d'intérêt entre le CIR et la réglementation fiscale sur les dons, parce que on est dans deux champs très différents, sur des montants d'ailleurs très différents. Hein. Le CIR, c'est 6 milliards. La niche fiscale que représentent les mécénats, c'est 1 milliard. Hein, donc on est dans des champs très différents. 1 milliard pour l'ensemble du mécénat, hein, sachant que le mécénat social ou le mécénat culturel sont plus importants que le mécénat recherche. Donc, quelques remarques. Effectivement, moi, je suis un peu surpris que le mécénat se fasse beaucoup sous forme de chaires supérieures. Enfin, surpris. Non, mais c'est un mode qui a sûrement qui a ses raisons, c'est incontestable. Mais il pourrait y avoir une autre forme dans le mécénat, qui est d'ailleurs assez développée aux États-Unis, qui consisterait à faire des appels à projets. Non pas de viser telle ou telle université, tel ou tel enseignant-chercheur ou chercheur, parce que c'est souvent et même très souvent le cas, mais à faire un appel d'offres pour donner à celui qui paraîtra le plus compétent, c'est-à-dire avoir une vision plus universelle, plus large que ce n'est souvent le cas. La deuxième remarque, c'est pourquoi il y a une fragilité, ou pourquoi les entreprises ne s'engagent pas sur du long terme. Mais parce que je crois qu'il y a déjà une incertitude
sur le problème de la fiscalité. Parce que si aux États-Unis, vous avez une fiscalité qui évolue peu. Exactement quand elle évolue, comme c'est le cas récemment, c'est pour décharger plutôt la fiscalité des entreprises que pour la charger. Mais dans le cadre du débat budgétaire actuel, il y a eu un amendement qui a été déposé qui remet en cause la déduction d'impôts, alors pas pour les particuliers, mais pour les entreprises. Alors cet amendement, pour le moment, n'est qu'un amendement d'appel, donc il sera rejeté, mais il y a manifestement une volonté, il y a un signe qui a été envoyé, que le dispositif fiscal risquait d'être revu. Par ailleurs, il a été revu, le dispositif fiscal, avec la réforme de l'impôt sur la fortune, puisque aujourd'hui, l'impôt sur la fortune ayant été remplacé par l'impôt sur la fortune immobilière, beaucoup plus. Un rapportait 5 milliards, l'autre rapportera 1,5 milliard. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les dons qui étaient faits avec l'idée de diminuer son impôt sur la fortune, ces dons ne sont plus faits. Aujourd'hui, un certain nombre de fondations, parmi les plus importantes, disent qu'elles vont avoir des diminutions de l'ordre de 40% du mécénat. À l'Institut Pasteur, c'est 30% de diminution du mécénat prévu, qui aura lieu cette année. C'est-à-dire que vous arrivez à ce résultat paradoxal, que vous payez moins d'impôts et qu'en plus vous donnez moins. Donc vous êtes 2 fois gagnant. Et cette instabilité fiscale pose vraiment un problème, d'où la difficulté qu'il y a pour les entreprises à s'engager sur du long terme. Parce que bien entendu, la philanthropie c'est très bien, mais les déductions fiscales c'est tout aussi bien. Et on ne va pas reprocher si elles existent, c'est pour une bonne raison. Et enfin, je crois que les deux mondes, le monde de l'entreprise et le monde universitaire, même si les barrières tombent petit à petit, ces barrières restent quand même importantes. Elles sont importantes. Pourquoi? Parce que, pour prendre le cas du... Et là, c'est pas les universités qui sont essentiellement ou principalement en cause. En tout cas, ce n'est pas les seuls à être en cause, parce que le monde de l'entreprise aussi est en cause. Et notamment, les chefs d'entreprise, la plupart, ils sortent des écoles, des grandes écoles. Ils ne sortent pas de l'université. C'est d'ailleurs vrai aussi pour la haute fonction publique. Donc, ils ne sont pas passés par cette phase de formation à la recherche, et par la recherche, les demandes ne se connaissent pas. Vous allez donner de l'argent plus facilement à HEC, qui a effectivement un fonds de dotation de 300 ou 400 millions, qu'à une université. Bon, je ne parle pas des plus célèbres, mais de toute façon, même aucune n'arrive à ces montants. Pour prendre le cas de l'école d'économie de Toulouse, je crois qu'ils ont un fonds de dotation qui est autour de 60 millions. Alors c'est beaucoup, mais c'est pas non plus énorme comme comparé justement à HEC ou comparé à l'ESSEC. Donc, oui, il y a ce monde de l'entreprise qui ne connaît pas mal le monde de l'université et de la recherche. Et puis, il y a le monde de l'université qui est toujours... qui craint la marchandisation de la recherche. Effectivement, derrière l'aide, derrière
la participation des entreprises aux dépenses de recherche. Alors, c'est pas énorme, hein, les conventions de recherche passées entre les universités et des entreprises, c'est à peu près 190 à 200 millions dans le budget des universités. Donc, ce ne sont pas des sommes considérables, c'est même des sommes relativement faibles. Mais, oui, je ne sais même pas ce que je voulais dire, donc je passe. Oui, c'est que dans le monde oui, voilà, les universités les universitaires, même si beaucoup de barrières sont tombées, oui, l'idée qu'il pourrait y avoir une marchandisation de la recherche n'est pas complètement disparue. Et puis, il y a la notion de service public. Elle reste quand même très très forte en France. L'enseignement supérieur, c'est d'abord considéré comme un service public. Et donc, un service public, ça doit être financé par l'État, principalement, ou en tout cas par des fonds publics, et pas principalement des fonds privés. Je rappelle d'ailleurs une chose, c'est que dans la Constitution, il y a un préambule qui, d'ailleurs, devrait poser question si on devait passer une forte augmentation des droits d'inscription, qui dit que l'organisation de l'enseignement est gratuite et publique à tous les degrés, et que c'est un devoir de l'État. Donc, voilà, il n'y a pas la même culture chez nous en France que celle qu'il peut y avoir effectivement aux États-Unis. C'est pour ça que se caler sur un modèle américain, c'est pas, voilà, ce n'est pas dans la mentalité française, et ce n'est pas les entreprises qui vont demain financer le monde de l'enseignement supérieur. Mais ce que vous faites, c'est très très important, parce que ces deux mondes-là aujourd'hui se parlent, alors qu'il y a quelques années ils ne se parlaient pas. Ils étaient en opposition totale. Et c'est que ces deux mondes-là aujourd'hui se parlent, conduisent des actions en commun. Ça, c'est effectivement un travail très très positif qui est fait par les fondations. Et ne serait-ce que pour ça, moi je dis, je souhaite d'abord bon courage, mais parce que c'est un travail utile pour tout le monde. Merci beaucoup. Magnifiquement pour la fin.